lorsque il y a 10 mois, je ne sais plus, ou presque un an, j'ai proposé ce sujet à notre ami Jean Picano, je ne pouvais pas me douter que nous serions au lendemain d'énormes manifestations, qu'au cours de ces manifestations, on verrait des pancartes, et que parmi ces pancartes, on verrait des pancartes brandies par de très jeunes gens qui disaient « Nous ne sommes pas contre la retraite à 64 ans, nous sommes contre le travail ». Et donc, je ne pouvais pas être davantage dans le sujet qu'aujourd'hui. La fin du travail, fantasme ou réalité. Alors, une vie sans travail, c'est un très vieux rêve, un rêve qui remonte à très très longtemps, peut-être même à la préhistoire, nous allons le voir dans un instant. En fait, c'est plus qu'un rêve, parce qu'on peut dire que d'une certaine manière, une société sans travail, dans laquelle les hommes sont dispensés du travail, a existé à un certain nombre de reprises dans l'histoire. Elle a existé dans la préhistoire. Il y a 50 ans, 51 ans très exactement, un livre a eu un grand succès d'un préhistorien qui s'appelle Marshall Salins, Âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives. Il est sorti en traduction chez Gallimard en 72, il était sorti quelques années auparavant dans sa langue d'origine. Et donc dans ce livre qui a été très commenté, ce préhistorien montrait que début du néolithique, il y a eu une période extraordinaire pour l'humanité. Tout d'un coup, on avait, grâce à l'invention de l'agriculture, on était beaucoup moins soumis à des tâches, la société avait progressé, les technologies et techniques étaient déjà présentes, et donc les hommes, pendant quelques milliers d'années, ont très peu travaillé. Il y a une sorte d'âge d'or de l'humanité. C'est peut-être cet âge d'or qu'on retrouve en fait chez les écrivains latins, comme Ovide ou quelques autres. Ensuite, on a eu l'Antiquité gréco-romaine. Bon, c'était sans travail, pourquoi? Parce qu'il y avait des esclaves, bien entendu. Le travail était entièrement effectué par une classe servile, dépourvue de tout droit. Et donc, dans cette Antiquité gréco-latine, les hommes qui n'étaient pas des esclaves étaient dispensés de travail. À Athènes, ils se promenaient sur l'agora pour discuter avec Socrate. À Rome, ils se promenaient sur le forum. Ils étaient passionnés de politique. C'est d'ailleurs de cette étymologie romaine que vient le mot travail, qui est tripalium, vous le savez, c'est très connu, c'est un instrument de torture. Donc, dès le départ, le travail est assimilé à quelque chose de violent et de rude pour les hommes. Et puis on a eu, je dirais, l'époque bourgeoise, pour employer un vieux langage marxiste qui n'a jamais été le mien, mais on n'a pas trouvé mieux quand même depuis. On a eu donc l'apparition d'une élite, d'une aristocratie financière en particulier, et on a eu un livre qui a été un best-seller. Il a été publié en 1899 pour la première fois par l'américain Thorstein Veblen. Et traduction très rapide, donc le livre est de 1899, traduction chez Gallimard en 1970. On est toujours très rapide en France, vous le notez, pour les traductions des livres étrangers. Et donc Veblen, dans ce livre, qui est intéressant, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille, il est passionnant. Il montre, et il ne s'est pas trompé, qu'au fond, cette classe de loisirs, c'est ainsi qu'il la nomme, qui était dispensée de toute tâche, qui passait sa vie à chercher des occupations, le sport, les jeux, la chasse et que sais-je, eh bien, Veblen ne s'est pas trop trompé en montrant qu'il va y avoir une sorte de lente diffusion de ce mode de vie dans tout le reste de la société. Bon, on a parlé de société des loisirs, vous le savez, dans les années 60-70, et au fond, étendre à une majorité de citoyens ce mode de vie très privilégié qui était celui des hommes libres de l'Antiquité, qui était celui des aristocrates de l'Ancien Régime, qui était celui des bourgeois de l'époque moderne, eh bien, ce rêve s'est étendu au XIXe et au XXe siècle. En mai 68, que vous avez connu comme moi, la plupart d'entre vous, mis à part les quelques très jeunes égarés parmi nous, mais j'en vois pas beaucoup, en mai 68, un slogan a fait fureur, travailler 3 heures par jour. Travailler 3 heures par jour. Et ce slogan, il a une origine bien connue, bien précise. Il a pour origine un livre, le livre de Paul Lafargue. Paul Lafargue était le gendre de Karl Marx. Il avait épousé Laura Marx, qui était la fille de Marx. Donc c'est un socialiste français du 19e siècle. Et il a écrit en 1880 un livre
peut-être plus anarchiste au fond que marxiste, mais le marxisme n'existait pas encore vraiment à l'époque en tant que théorie constituée, qui s'appelle Le droit à la paresse. Et ce livre a ressurgi en mai 68, il a été à nouveau commenté, etc. Mais depuis la fin du XXe siècle, je ne vous apprends rien, ce sont surtout les progrès technologiques, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle, dont je vais abondamment vous parler, vous vous en doutez, qui donnent un nouveau souffle à ce qui n'était jusqu'alors au fond qu'une utopie, un rêve. Aujourd'hui, ce rêve, pour certains, pourrait devenir réalité. Donc nous allons voir dans un premier temps de ma conférence cette fin du travail ou cette réduction du travail liée à l'informatique, à l'intelligence artificielle, à la robotisation. Et c'est de robotisation dont je vais vous parler dans ce premier temps de ma conférence. Alors 2 livres parmi bien d'autres m'ont servi d'ouvrage de référence qui sont tout à fait passionnants l'un comme l'autre, qui ont quelques années déjà. En 2017, Bruno Teboul a écrit Robotaria, critique de l'automatisation de la société. C'est un livre, comme son nom l'indique, critique de l'automatisation. C'est un livre qui jette un regard critique au sens noble du terme sur ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Et il y a des pistes intéressantes, je vous en reparlerai en fin de conférence. Et puis le docteur Laurent Alexandre, que vous connaissez sans doute, je l'évoque chaque fois que je parle du transhumanisme, c'est celui qui avait écrit La mort de la mort, qui a été un best-seller extraordinaire dans les années 2015, je crois, ou 2016. Et en 2018, il publie La guerre des intelligences, qui est un excellent ouvrage sur l'intelligence artificielle. Donc la robotisation, c'est le premier facteur du recul du travail humain dans nos sociétés. Mais avant de vous décrire ce recul et tous les problèmes qu'il pose, je voudrais effectuer un bref retour en arrière et je voudrais évoquer un moment important de notre histoire qui est la peur des machines ou le rejet des machines au XIXe siècle. Il y a eu en Angleterre, en 1812, ce qu'on a appelé la révolte des Luddites. Les Luddites, c'était ceux qui travaillaient sur des machines à bras, qui fabriquaient des draps, des vêtements, avec des machines, avant l'invention de la machine à tisser. Et quand on invente la machine à tisser, évidemment, ils se révoltent, ils pensent qu'ils vont perdre leur travail, et ils ne se trompent pas, ils vont être licenciés en masse. Et donc, il y a eu une révolte qui a été suivie donc 20 ans plus tard en France d'une célèbre révolte qui est la fameuse révolte des Canuts de Lyon en 1831 que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler. Cette révolte des Canuts de Lyon, elle se prolonge aujourd'hui avec celle des taxis qui ont peur d'être remplacés par des voitures qui roulent toutes seules, sans personne au volant, parce qu'il n'y aura même plus de volant. C'est très impressionnant d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de monter dans une voiture sans volant il y a quelques mois, je vous assure que ça fait tout bizarre. Hein, bon. Donc les chauffeurs de taxi, les hôteliers qui se battent contre Uber, les hôteliers contre Airbnb, chaque fois on voit les emplois que le progrès détruit, mais on est peut-être aveugle, et nous en parlerons largement, par rapport aux emplois qui sont créés par ces transformations, parce qu'il y a quand même des emplois qui sont créés par ces transformations. Il ne s'agit pas de tenir un discours idéologique, et nous verrons comment on peut appréhender cette difficulté, cette balance entre les emplois détruits et les emplois créés. Donc en 1831, il y a eu cette révolte des Canuts qui est restée célèbre dans l'histoire française, dans l'histoire ouvrière en particulier, ces ouvriers tisserands dont le nom était lié à leurs outils qu'on appelait des cannes, c'est de là que vient le mot canut. Leur mouvement ciblait une innovation technique, la machine jacquard, la machine à tisser, qui détruisait leurs emplois. Et que se passait-il à cette époque? C'est pour ça que j'ai mis sur l'écran des sabots, et j'ai appris quelque chose en préparant cette conférence. Peut-être que je ne vais rien vous apprendre, mais moi j'ai appris quelque chose. Comment se comportaient ces ouvriers? Ils jetaient leurs sabots sur les machines pour les dérégler, pour les mettre hors d'usage. Et c'est de là que vient le mot sabotage. Qui le savait parmi vous? Merci de votre honnêteté, parce que moi je l'ignorais totalement. C'est de là que vient, c'est très peu connu, hein, c'est de là que vient le mot sabotage, de ces ouvriers, des canuts qui jetaient leurs sabots sur les machines pour les dérégler, pour les empêcher de fonctionner. La police intervient de manière très brutale,
si brutal que, vous le savez si vous aimez Lyon, moi j'aime beaucoup la ville de Lyon, quand on va dans un bouchon lyonnais, on peut manger un plat célèbre qui est la cervelle de Canut. La cervelle de Canut, c'était à l'origine effectivement les crânes écrabouillés des pauvres Canuts par les forces de police qui explosaient dans les rues, et c'est de là qu'est venue cette fameuse, c'est pas très ragoûtant effectivement, mais c'est très bon quand même, la cervelle de Canut, il faut oublier un peu l'origine. Bien. Donc, nous assistons aujourd'hui, un siècle et demi, presque 2 siècles même, puisque je vous parle de 1831, donc 200 ans ont passé, à la disparition, en tout cas à la réduction considérable du travail productif et du travail manuel. Depuis 2017, plus de 400 000 nouveaux robots, le chiffre a dû augmenter, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, mais il a dû augmenter. 400 000 nouveaux robots sont mis en service chaque année dans les usines du monde entier. La densité robotique était estimée, et ça a dû augmenter, à 128 unités de robots pour 10 000 employés. Donc c'est encore modeste, mais ça va extraordinairement augmenter. On a un exemple célèbre qui est évidemment l'exemple d'Amazon, que tout le monde connaît. Je donne là encore des chiffres, je mêlerai dans ma conférence des chiffres qui ont 4-5 ans et puis des chiffres beaucoup plus récents quand j'ai réussi à les trouver. En 2018, il y avait 1 300 000 robots industriels dans les usines d'Amazon du monde entier. Amazon utilise déjà 200 000 robots dans ses entrepôts automatisés et il utilise 4 000 robots en France dans un seul dépôt, celui de Brétigny-sur-Orge. Donc c'est tout à fait impressionnant. Vous trouvez des films sur Internet, je vous recommande d'aller voir ça. C'est absolument sidérant de voir ces robots qui parcourent des allées gigantesques avec des objets dans des cartons en perte de vue. Il y a ce dépôt qui dessert des millions de consommateurs, tourne avec une dizaine d'employés. C'est les robots qui font tout le travail dans ce centre de distribution d'Amazon à Brétigny-sur-Orge. Et puis, on le sait moins, ça, on en parle moins en tout cas, distribution du travail dans le secteur tertiaire. Quelques exemples, dans le domaine juridique, des algorithmes sont déjà capables de rédiger des actes juridiques simples, et ça ira beaucoup plus loin certainement dans les années qui viennent. L'exemple de la bourse, dans le domaine économique, il faut savoir, et ça pose des problèmes sérieux, certains annoncent des crises même, il paraît qu'on a failli entrer dans une crise monstrueuse il y a 7 ou 8 ans, à cause de ce qu'on appelle l'algo-trading, le trading haute fréquence. Il faut savoir que 80% des transactions boursières dans le monde sont effectuées sans aucune intervention humaine. Ça fait froid dans le dos, hein. Ce sont des ordinateurs qui décident les ventes, les achats, et ces ordinateurs peuvent peut-être se dérégler ou être pris en main à distance parce qu'on sait le nombre de piratages qui existent sur le plan de l'informatique. Donc c'est quelque chose d'un peu inquiétant, mais il faut savoir que 80%, c'est considérable, des transactions boursières dans le monde sont effectuées sans intervention humaine. Dans le domaine des assurances, un exemple qui remonte déjà à 7 ans, l'assureur japonais Fukoku Mutual a annoncé qu'il remplaçait un quart de ses salariés du département des évaluations de paiement par un système d'intelligence artificielle qui allait lui coûter presque 2 millions d'euros et 122 000 euros de maintenance chaque année, mais qui allait lui faire des économies considérables. Donc voilà ce problème de la robotisation de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas creusé complètement le sujet, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais il y a un autre élément qu'il serait scandaleux de ne pas faire intervenir dans ma conférence, qui est plus récent que la robotisation avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a appelé aux États-Unis il y a 7 ou 8 ans « the big quit », qu'on peut traduire par la grande démission. Et cette expression américaine de big quit a été petit à petit remplacée par une autre expression, quiet quitting, la démission silencieuse. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une sorte de désertion du monde du travail, par les jeunes générations en particulier. Ce second facteur qui entraîne le recul du travail, il est cette fois psychologique, il est sociétal, et on l'a vu dans les manifestations sur les retraites, c'est par là que j'ai commencé ma conférence tout à l'heure. Donc il s'agit de cette grande démission. Alors je vais vous dire quelques mots sur la grande démission aux États-Unis, et ensuite on verra ce qu'il en est de la grande démission en France. Donc aux États-Unis, la grande démission, Big Quit, a eu pour effet, en 2021, c'est assez spectaculaire, cette année 2021, c'est un peu un basculement,
que 38 millions, c'est quand même considérable, 38 millions d'Américains ont démissionné de leur emploi. Ils ont abandonné du jour au lendemain leur emploi d'origine, non pas pour avoir une promotion, non pas pour grimper, non pas pour aller dans une ville voisine où ils auraient un poste plus important, mais pour s'orienter vers un métier entièrement différent, pour se lancer à leur propre compte, pour vivre différemment, partir dans la campagne, aller élever les poules ou les cochons, que sais-je. Bon, donc 38 millions d'Américains dans la seule année 2021 ont quitté ce monde du travail, alors que les générations dont nous faisons partie, nous rêvions tous de grimper dans l'échelle sociale, d'avoir des emplois de plus en plus intéressants, de plus en plus rémunérateurs. Eh bien, ce rêve, il a disparu chez les jeunes générations. L'épidémie de la pandémie du Covid a sans doute joué un rôle aussi là-dessus. On a un mouvement qu'on a appelé le mouvement FIRE, c'est intéressant comme acronyme, Financial Independence Retire Early, donc un mouvement financier de retrait, d'indépendance financière par le retrait. Ce mouvement est parti des États-Unis avant de gagner l'Europe. Il prône l'indépendance financière, il prône la retraite précoce. Voilà, on est en plein dans ce que je disais au début de mon exposé, ma conférence. Donc, je vous ai dit quelques mots sur la grande démission aux États-Unis, quelques mots maintenant sur la grande démission et la démission silencieuse chez nous en France et plus généralement en Europe, parce qu'on n'est pas un cas unique, bien sûr. Les entreprises ne trouvent plus de candidats à embaucher, dans quantité de secteurs, vous le savez aussi bien que moi. Les cadres rêvent de congés sabbatiques, de retraite précoce. Les jeunes diplômés réclament du sens, ils n'ont peut-être pas forcément tort, plus de temps pour leur vie personnelle, c'est tout à fait spectaculaire. Je ne sais pas combien de jours par semaine travaille votre médecin référent, votre médecin traitant. La mienne travaille 2 jours par semaine. Bon, je crois que ce n'est pas un cas unique. Elle travaille 2 jours par semaine. Elle est dans un cabinet où elle travaille 2 jours et sa collègue travaille 2 jours. Voilà. Le médecin de famille que nous avons connu dans notre enfance, qui passait ses jours et ses nuits, qui venait à 3 h du matin quand vous l'appeliez parce que votre gamin avait 40 de température, ça c'est terminé, vous ne le trouvez plus, bien entendu. Donc le travail n'a plus la côte, il faut dire ce qui est, il ne faut pas être aveugle. Vous savez comme moi que 360 000 postes sont à pourvoir en France dans les cafés, les hôtels, les restaurants. Ce chiffre augmente chaque année. Il a encore augmenté selon le dernier baromètre de la main-d'œuvre publié par Pôle emploi. Les couvreurs-zingueurs manquent cruellement à l'appel. Les aides à domicile, j'utilise, moi et mon épouse, nous utilisons une femme de ménage par un système d'une société dont je ne vais pas lui donner le nom, je ne vais pas lui faire de publicité, mais bon, qui permet que la moitié de ce qu'on verse est récupérable auprès des impôts, auprès du fisc. Eh bien, la chef de service, la chef d'agence, cette agence était à La Valette, elle s'est installée sur la gare il y a quelques mois, nous dit elle n'arrive plus à trouver de personnel. Elle n'arrive plus, c'est pas possible. Elle met des annonces partout, elle a un mal fou, et les employés sont âgés et elle n'arrive pas à trouver de personnel. Donc, les aides à domicile, les aides ménagères, les employés de pharmacie, les chaudronniers, les tôliers, les serruriers, les carrossiers automobiles, les plombiers, bon, aussi bien que moi, j'espère que vous n'avez pas besoin d'un plombier, parce qu'il faut être très patient si on a besoin d'un plombier. Bon, les chauffagistes, les infirmiers, les puéricultrices, les menuisiers, les ouvriers qualifiés, etc. etc. Au total, il y a en France, on nous dit qu'on va vers le plein emploi, c'est un doux rêve, il y a plus de 3 millions de postes qui sont à pourvoir selon Pôle emploi et que personne ne vient réclamer. 3 millions. Bon. On serait au-delà du plein emploi, il faudrait voir. Bien. Alors, quelles sont les causes? Est-ce que c'est le développement du télétravail? Oui, sans doute, ça a dû jouer un rôle. La prise de conscience liée à la pandémie du Covid, que la vie est un bien précieux, que tout peut un jour s'arrêter, et qu'il faut profiter de l'instant. Une sorte d'épicurisme, pas au sens d'épicure, parce que l'épicure, c'est pas très joyeux, contrairement à ce que certains croient. Bon. Mais une sorte de vie au jour le jour. L'idée finalement qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il ne faut pas gâcher sa vie à la gagner, suivant une formule bien connue. Travailler moins, c'est un vœu qui est très cher aux générations de celles qu'on appelle la génération Y. Vous savez qu'on a donné des noms, les générations X, ceux qui sont nés après la guerre, etc. La génération Y, c'est la génération de ceux qui sont nés après 1995 ou au tout début du XXIe siècle.
qui est particulièrement concerné par ce mouvement. Aujourd'hui, un chercheur qui s'appelle Victor Laura se définit, enfin pas un chercheur, un militant, se définit comme l'importateur en France du mouvement FIRE, qui revendique 30 000 membres dans l'Hexagone, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Et il anime cette communauté sur un site qui s'appelle devenirfrugaliste.com, si vous voulez jeter un œil là-dessus, pourquoi pas. Devenirfrugaliste.com, il a créé ce site qui fonctionne très bien. Alors, bien entendu, comme toujours quand on est dans des évolutions de société, on a affaire à des prospectives. J'ai fait une conférence à Paris justement la semaine dernière sur le Nietzsche futurologue, qui était le thème d'un des livres que j'avais écrit il y a déjà assez longtemps. Donc les futurologues, les prospectivistes s'en donnent à cœur joie. Et là, nous sommes devant des prospectives contradictoires. Bon, ce n'est pas unique, mais c'est particulièrement flagrant sur ce thème du travail. Ce qui est hors de doute, c'est que presque tous les métiers vont être impactés par la robotisation et par la grande démission. Presque tous les métiers. Là, on s'est lourdement trompé il y a quelques années. On pensait que ce seraient des emplois bas de gamme, répétitifs. Non, je vais vous donner des exemples qui vont montrer que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. La voiture, le train, le camion autopiloté. Bon, on a déjà des rames de métro sans pilote dans Paris. Bon, on aura bientôt des camions et des trains sans conducteur. On sait donc que des millions d'emplois de chauffeurs, de conducteurs, de bus, de tramways, de camions vont perdre leur emploi dans les 20 ou 30 ans qui viennent. On verra. Déjà, moi je suis un peu inquiet sur l'autoroute quand je vois des files de camions, mais quand je me dirai qu'il n'y a pas de conducteur au volant de ces camions, là je vais carrément trembler et peut-être prendre systématiquement le TGV, mais le TGV n'aura pas non plus de pilote. Alors là, je ne sais pas comment je ferai. Bon, je ne sais pas comment on va faire. Et c'est là qu'il est important de s'arrêter quelques instants sur un pionnier dont le livre est déjà ancien, puisque le livre date de 1995 en américain, mais il a été traduit cette fois. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'un livre qui a mis un siècle à être traduit, celui de Veblen. Là, il a mis 2 ans à peine à être traduit, ce livre. Donc, la fin du travail. Donc, Rifkin est quelqu'un qui est né en 1945, c'est pas un gamin, c'est un essayiste, c'est un spécialiste de prospective économique, scientifique, qui a conseillé de nombreux présidents américains, qui conseille la communauté européenne, au sein de laquelle il est grassement payé, c'est un secret pour personne. Et donc, en 1995, il a publié La fin du travail, qui a été traduit en 1997 en France. Alors, c'est un ouvrage dépassé. Moi, j'ai fait l'effort parce que, vu la gentillesse que me manifeste mon ami Jean Picano, je ne refuse à aucun effort pour préparer mes conférences. Donc j'ai fait l'effort l'été dernier de lire ou de relire, j'avais vaguement lu La fin du travail. Non, c'est pas trop la peine. C'est un livre qui est intéressant au niveau historique simplement, voilà. Mais c'est un livre dépassé, parce que les choses ont beaucoup changé en presque 30 ans. Alors, Rifkin demeure intéressant en tant qu'il est le principal architecte, et même le créateur de cette expression, de la 3e révolution industrielle, qui pourrait permettre de répondre aux défis d'une crise mondiale, aux défis de la sécurité énergétique, aux défis du changement climatique. J'en reparlerai en fin de conférence. Cette 3e révolution industrielle, elle a été approuvée par le Parlement européen en 2007, il faut le savoir. Il y a eu un vote. Donc nos députés européens sont des fans de Rifkin. Ils le consultent régulièrement. Elle est mise en œuvre par des organismes au sein de la Commission européenne. Rifkin est le fondateur et le président d'un organisme qui s'appelle Third Industrial Revolution Global CEO Business Roundtable, la table ronde de la CEO pour la 3e révolution industrielle. C'est une table ronde permanente qui réunit des responsables, qui réunit plus de 100 éminents spécialistes mondiaux de l'industrie, des cabinets d'architectes, des sociétés immobilières, des entrepreneurs, etc., des informaticiens. Donc cette commission existe au sein de l'Europe et Rifkin rejoint régulièrement cette conférence pour faire des exposés. Alors je disais que les perspectives sont contradictoires. Combien d'emplois seront supprimés? Sur certains emplois, il y a des certitudes absolues. Et encore une fois, on est très loin des perspectives d'il y a 15 ou 20 ans où on pensait que c'était simplement les emplois répétitifs, mécaniques. Non, ce n'est pas du tout le cas, vous allez le voir. Donc dans le commerce de détail, dans la logistique, qui était pourvoyeur d'emplois peu qualifiés, en grand nombre,
eh bien, les automates et l'intelligence artificielle, et vous le savez, vous le vivez tous les jours, vont remplacer petit à petit les manutentionnaires. On a vu l'exemple d'Amazon, on n'a plus besoin d'hommes qui portent des colis dans Amazon, c'est les robots qui font ça à leur place et qui le font beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu'eux. Les caissières sont en train de disparaître, vous le voyez partout, hein. Il y a même des supermarchés où il n'y a plus du tout de caissières et directement un robot sait ce que vous avez dans votre caddie et fait la note à la sortie et va prendre l'argent sur votre carte bleue. Hein, c'est déjà le cas. Hein. Donc c'est allé très très vite en quelques années. Hein. Donc les manutentionnaires, les caissières, les employés de libre-service, les comptables, on est dans le self-scanning, le self-payment, tous ces termes américains qui ont envahi notre vocabulaire. Des entrepôts robotisés, le dashboarding c'est le fait de faire des plans, des tableaux, etc., etc. Mais ça va beaucoup plus loin. En médecine, par exemple, on pensait que la médecine était quand même quelque chose de trop complexe pour être livré aux mains, si j'ose dire, des robots ou des ordinateurs. Eh bien, nous sommes en train, et ça, c'est effectivement Laurent Alexandre qui nous a appris le plus de choses là-dessus, on est dans cette convergence dont parle Laurent Alexandre dans son premier livre de toute une série de sciences, hein, la grande convergence NBIC, N comme nanotechnologie, B comme biologie, I comme informatique, C comme sciences cognitives. Donc ces sciences sont en train de rentrer en synergie et de faire exploser les progrès dont nous rêvions il n'y a pas si longtemps. Donc nous sommes à l'aube de ce que Laurent Alexandre appelle une médecine de précision et de prédiction. La médecine 5P, c'est la médecine qui est déjà là, mais qui sera complètement là dans quelques années. Les 5P, c'est intéressant au niveau mnémotechnique, elle sera prédictive, c'est-à-dire qu'elle vous soignera avant que vous tombiez malade par des analyses complexes de votre ADN. Elle sera préventive, puisqu'en fonction de ces analyses, on vous dira comment vous nourrir, qu'est-ce qu'il faut éviter comme aliments, etc. Elle sera participative, puisque évidemment le patient sera au cœur du sujet. Elle sera personnalisée, fini les traitements qu'on adopte pour tout le monde. Chacun aura un traitement lié vraiment à son patrimoine chromosomique et elle sera prouvée. Bon, voilà, les 5P. Donc, deux exemples. L'exemple de l'orthodontie, très spectaculaire. Hein. Autrefois, les orthodontistes étaient des techniciens remarquables, ils avaient tous leur tour de main, leurs astuces, qui étaient le fruit d'années de pratique, d'abord d'une longue formation, mais ensuite d'années de pratique. Et puis, sont arrivés aux États-Unis des gouttières qu'on appelle Invisalign, qui ont fait voler en éclats tout ça. Le praticien orthodontiste aux États-Unis, c'est en train d'arriver en France, il se transforme en distributeur de produits qui sont conçus par une intelligence artificielle et qui sont adaptés à la mâchoire de chaque individu et qui va recevoir effectivement cette prothèse. Il y a déjà 4 millions de traitements orthodontiques qui ont été conçus par Invisalign. Chaque nouveau patient enrichit le système, évidemment. On est dans ce système hein, où il y a des banques de données qui se constituent et plus le système, c'est un système c'est une auto-vérification en quelque sorte, hein, dans tous les domaines, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc chaque patient enrichit, hein, il paye mais en même temps il enrichit le système puisqu'il apporte de nouvelles données à une banque gigantesque de données qui fait encore progresser la technique. Voilà. Donc les orthodontistes vont disparaître, si vous en connaissez, ne leur dites pas tout de suite, ne les poussez pas vers le burn-out, ils ont le temps de s'en apercevoir, mais il n'y aura plus d'orthodontistes d'ici quelques années. La radiologie, c'est plus troublant. Je me souviens que lorsque je faisais cette conférence, il y a une conférence analogue, évidemment j'ai tout repris pour vous, mais lorsque je faisais une conférence sur ce sujet il y a 10 ou 15 ans, il m'est arrivé d'avoir dans la salle un médecin, un radiologue, poussant des hurlements sur ce que j'affirmais. Bon, et pourtant, c'est assez logique. Bon. Un robot, une intelligence artificielle, qui a dans sa mémoire des milliards d'images, bon. Comment voulez-vous qu'un radiologue, le meilleur radiologue du monde, puisse rivaliser parce qu'il n'a pas dans son cerveau des milliards d'images. Et on a fait des tests innombrables aux États-Unis, ils ont tous donné le même résultat. On montre des clichés de début de cancer du poumon avec des toutes petites cellules cancéreuses à des radiologues confirmés et à des machines. Les machines, pardonnez-moi l'expression, écrabouillent les radiologues. Ce qui n'est pas choquant si on réfléchit bien. Hein. Bon. Il y a dans la machine une banque de données gigantesque.
la machine utilise cette gigantesque banque de données pour faire un travail qui est bête en un sens. Je vous parlerai de Julia tout à l'heure qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Est-ce qu'il a raison ou tort? C'est un vaste sujet, mais ce serait un autre thème qu'on abordera peut-être dans une autre année. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'il y a un avantage considérable à la machine de par la masse de données qu'elle peut traiter par rapport à l'être humain. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de radiologues, hein, j'affirme qu'il n'y aura plus d'orthodontistes, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de radiologues, mais les radiologues vont entrer en concurrence avec ces machines très performantes et ils ont quand même un peu de soucis à se faire. Le secteur bancaire, ça tout le monde le sait évidemment, vous avez tous vu qu'il n'y a plus grand monde dans les banques, dans notre agence bancaire. Il y a 3500 agences qui ont été fermées en France depuis 2010, 20 000 dans toute l'Europe. Le métier de conseiller bancaire est un métier qui est voué à disparaître. Hein. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Hein. Bon, le métier de conseiller bancaire, vous aurez un robot conseiller bancaire qui aura une banque de données considérable et qui sera sans doute plus performant que votre conseiller actuel. Le domaine économique, ben, je l'ai évoqué, hein, le trading haute fréquence, l'algo-trading, 40% des transactions, voilà, 60% des transactions financières, on arrive à 80% aujourd'hui. Alors, un chiffre intéressant, enfin des chiffres intéressants, c'est un vieux numéro déjà, 2015, il y a 8 ans, du Courrier international, qui avait publié un article, « Les nouveaux prophètes de la Silicon Valley », puisque c'est quand même là que les choses se passent. Et dans cet article, on pouvait lire qu'il y a 99% de chances pour qu'en 2033, alors je ne sais pas comment ils ont trouvé cette date très précise, 2033, mais peu importe, les démarcheurs téléphoniques, les assureurs disparaîtraient et allaient être remplacés par des algorithmes, par des intelligences artificielles. Le risque de disparition est de 98% pour les arbitres sportifs. Vous savez comme moi, si vous vous intéressez un petit peu au sport et au football, qui est une des grandes passions de ma jeunesse, qu'on a des systèmes aujourd'hui, hein, l'arbitre fait appel à des systèmes techniques qui permettent de vérifier s'il y a eu hors-jeu, s'il y a eu une main dans la surface de réparation. Ben, encore un pas de plus, on comprend pourquoi la fédération de football était hostile à l'introduction, parce qu'elle a compris qu'un pas de plus et puis on se prime carrément l'arbitre. Il n'y a plus besoin d'arbitre, on aura des machines qui détecteront bien mieux qu'un humain toutes les fautes et qui arbitreront les matchs de football et de tous les sports. Bien. Les arbitres, 97% des caissières disparaîtront d'ici 2033. Les assistants juridiques, les guides touristiques, ben vous avez déjà de quantité d'endroits, je pense, où vous êtes allé, hein, on vous met un petit casque sur la tête, vous avez sur votre smartphone, en photographiant un monument, vous cliquez et vous avez l'histoire complète du monument, sa construction, enfin, des choses beaucoup plus complètes que ce que le meilleur guide de la planète pourrait vous dire. Voilà. Donc les guides touristiques, ils n'en ont plus pour très longtemps. Les boulangers, les conducteurs de bus, les ouvriers en bâtiment, les auxiliaires vétérinaires, les agents de sécurité, les serveurs, les barman, les archivistes, etc. Bon, voilà. Donc on a des calculs qui ont été faits en 2015, qui n'ont pas été trop contestés depuis, etc. Alors, évidemment, le problème, c'est de savoir combien d'emplois seront créés, parce qu'il ne s'agit pas de nier le fait que pour faire fonctionner ce nouveau système, cette nouvelle économie, cette troisième révolution, c'est le titre du livre de Rifkin, The Third Industrial Revolution, il y aura des créations d'emplois, bien sûr. Et la question est de savoir combien. Bon. Dans un article de 2015, dans le Figaro, Jérémy Rifkin avait écrit un papier intéressant qui s'intitulait « Il n'y a pas d'alternative à la troisième révolution industrielle ». Alors je cite cet article, hein. La citation est un peu longue, mais elle vaut la peine quand même d'être lue, elle est quand même intéressante. Le réseau Internet de communication tel que nous le connaissons depuis 20 ans commence tout juste à converger en Allemagne et au Danemark avec un réseau numérique d'énergie renouvelable et décentralisé. S'y ajoutera ensuite un réseau de transport et de logistique automatisé basé sur le GPS, c'est les camions qui roulent tout seuls dont on parlait tout à l'heure. La convergence de ces trois réseaux, communication, énergie, transport, forme ce que j'appelle le super Internet. Le super Internet. Un Internet 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus puissant que l'Internet d'aujourd'hui. Il va falloir construire tous ces réseaux. Il faudra des câbles, de la technologie, de l'électronique. En France, il faudra transformer l'ensemble de l'infrastructure énergétique. Il faudra rénover tous les bâtiments qui sont des passoires thermiques. On est en train d'y travailler, vous le savez. Sinon, à quoi bon les transformer en mini-centrales?
L'installation de compteurs intelligents, de capteurs dans les maisons, les entrepôts, les routes, des bornes de recharge électrique, tout cela donnera du travail et une main-d'œuvre peu qualifiée pendant des décennies. Donc, vous voyez, il reste très optimiste, Répine. Pendant des décennies, il va y avoir quantité de nouveaux emplois parce qu'il faudra câbler, il faudra faire fonctionner ce vaste système, ce nouvel Internet. Ce n'est plus dans le secteur capitaliste classique, mais dans l'économie du partage, l'économie à vocation sociale, l'éducation, la santé, la culture, qui aura besoin de main-d'œuvre. On verra à la fin de la conférence que mon ami Luc Ferry se moque de Rifkin et on verra pourquoi et en quel terme. Alors les experts sont en désaccord. C'est tout à fait frappant. Ils le sont souvent. Il y a une phrase que vous connaissez comme moi, mais qui mérite toujours d'être rappelée tellement elle est délicieuse. La phrase de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Vous connaissez cette phrase, il faut la citer toujours, elle est inoubliable. Bien. Donc, les experts sont en désaccord, ce qui n'est pas très surprenant, mais là c'est tout à fait frappant, je vais vous donner des chiffres. Dans une étude de référence qui date de 2013, deux économistes d'Oxford estimaient qu'aux États-Unis, 47% des emplois étaient à risque, c'est-à-dire susceptibles d'être remplacés dans les 20-30 ans qui viennent par des robots, par la numérisation. Pour les experts du cabinet de conseil BCG, en 2025, dans l'industrie, un quart des tâches seront réalisées par des robots contre 11% aujourd'hui, donc un chiffre un peu plus faible. Le cabinet de conseil Roland Berger, qui a appliqué cette méthode à la France, arrive à la conclusion que 42% des métiers ont un risque élevé d'être automatisés dans les 20 ans qui viennent, et en supposant que 20% des postes automatisables soient effectivement automatisés, robotisés, ils ne sont peut-être pas tous, 3 millions d'emplois en brut seraient détruits par la numérisation. Mais si je fais la synthèse, je m'aperçois qu'on est quand même devant des oppositions que je vais résumer ainsi. 52% des spécialistes de l'Institut américain Pew Research Center, 52% des spécialistes de ces technologies estiment que la quatrième, il parle déjà carrément de quatrième révolution industrielle, créera davantage d'emplois qu'elle n'en détruira d'ici 2025. Donc c'est une perspective qui est intéressante, c'est une perspective à court terme. Donc vous avez parmi ces grands spécialistes, ces chercheurs qui méritent le respect parce qu'ils ont quand même fait leurs preuves dans le passé, vous en avez 52% qui pensent que cette révolution créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira. Et vous en avez 48%, donc vous voyez, c'est kiff-kiff, hein. 52 pensent qu'il y aura plus de création que de destruction, 48 pensent qu'il y aura plus de destruction que de création. Alors d'où viennent ces contradictions? Il est assez facile de repérer l'origine. Ces contradictions sont pour partie en tout cas, liées à nos ignorances sur l'évolution de l'intelligence artificielle. On est plein d'inconnus. Les choses vont très très vite, en même temps, on délire un peu quelquefois. Qu'est-ce que permet d'ores et déjà l'intelligence artificielle et sa prodigieuse rapidité? Je l'ai signalé en économie, en médecine, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la domotique. On a une révolution qui est en marche. Dans le livre de Luc Julia que je citerai tout à l'heure, vous avez une dernière partie que j'ai trouvé absolument extraordinaire, un chapitre, une quatrième partie du livre qui s'appelle « Dans le monde du futur ». Et Luc Julia, qui est un des meilleurs chercheurs français, c'est dans le livre « L'intelligence artificielle n'existe pas », donc c'est un livre dont le titre peut sembler critique. Julia décrit ce qu'est sa maison aujourd'hui déjà, parce que si vous avez pensé avoir une maison qui est régie par la domotique, vous allez avoir des complexes en le lisant. La maison de Luc Julia, tout est robotisé, tout est lié à la domotique. Mais il décrit dans ce chapitre ce qui va se passer dans les 30 ou 40 ans qui viennent, et c'est évidemment une révolution complète. Les maisons du futur ne ressembleront plus du tout à nos habitations d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'IA permet déjà? On l'a vu en économie, en médecine, dans l'éducation. Michel Serres, que je respectais, qui venait nous faire des cours quand je préparais mon agrég de philo à Nice. Je lui ai rappelé quand il est venu à Toulon, quelques années avant sa disparition. Michel Serres, dans
ses derniers ouvrages, Petite Poussette, Le Gaucher boiteux, de très beaux chapitres en disant, et je suis pas loin de penser comme lui, d'ici 10 ou 15 ans, les amphithéâtres auront disparu dans les universités. Il n'y aura plus que des MOOC, des cours par ordinateur, par écran interposé. Il y a peu de chances, effectivement. Et quand on voit ce que les étudiants de Bordeaux, d'ailleurs, font de leurs amphithéâtres, on se dit que c'est peut-être mieux comme ça, finalement. Bon. Donc, qu'est-ce que l'IA permet déjà et qu'est-ce qu'elle pourrait permettre? Et là, je vous renvoie à un livre assez remarquable d'un chercheur français dont on parle insuffisamment, qui est Nicolas Bouzou. Le travail et l'avenir de l'homme. Bon. Nicolas Bouzou est un des rares qui se livre à une prospective précise, à ses risques et périls, sur l'évolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Première étape, dit-il, entre 2015 et 2025, donc nous sommes à la fin de cette première étape, l'intelligence artificielle a remplacé et remplacera de nombreuses tâches, non seulement routinières, les caissières de supermarché, mais sophistiquées, on a vu en médecine, la radiologie, l'orthodontie, en analyse financière, juridique, comptabilité. Bien. Deuxième étape, à partir de 2025 et jusqu'en 2050, on aura une nouvelle IA qui pourra remplir des tâches bien plus complexes, y compris des tâches qui supposent une bonne coordination sensorimotrice. C'est-à-dire qu'on aura des robots cette fois, robots au sens classique de la façon dont décrivait des robots dans la science-fiction de ma jeunesse. On aura des robots qui seront, on a déjà évidemment dans toutes les usines de montage automobile et ailleurs des robots, mais on aura des robots hyper performants, doués d'une grande sensibilité, d'une excellente vision, et donc ces robots avec cette coordination sensorimotrice pourront devenir cuisiniers, serveurs, jardiniers, hôtesses de l'air, ce dont ils étaient incapables encore au stade précédent. Donc néanmoins, Bouzou est pas trop pessimiste. Il pense que dans cette seconde étape 2025, 2050, la complémentarité entre l'humain et le robot restera possible. Les robots seront assez sympathiques avec nous, ils nous laisseront encore de petites tâches à effectuer. Mais en revanche, troisième étape, ce qu'on appelle la quatrième IA, qui fait rêver beaucoup de gens ou qui fait faire des cauchemars à d'autres. Si l'on parvenait en 2050 à créer ce qu'on appelle une IA forte, c'est-à-dire un humanoïde vraiment intelligent au sens humain du terme, doté d'un cerveau non biologique, mais comparable au nôtre par ses performances, un robot capable de conscience de soi, de pensée, et pas simplement de calcul, capable peut-être même d'émotion. Là, on entre évidemment dans un domaine très très aléatoire, mais enfin, certains y croient. Eh bien, ces robots rendraient nos tâches obsolètes. Ils rempliraient les deux conditions requises pour que la fin du travail devienne une réalité, ce qui n'est pas forcément une tragédie, puisqu'on en rêve depuis la nuit des temps. Alors, je vous disais tout à l'heure, Luc Ferry se moque de Rifkin. Là, vous avez une photo. J'ai eu le bonheur, quand j'étais adjoint à la culture de la Garde, d'inviter. C'était mon premier invité. J'avais créé une manifestation qui s'appelait Thémar, qui était une belle manifestation qui a disparu avec l'adjoint que je suis. C'est ça qui est tout terrible ma chère collègue, dans les villes. Et quand un adjoint met en place une belle manifestation et que l'adjoint s'en va, la manifestation s'en va avec lui. Bon, j'ai tout fait pour que cette manifestation perdure et demeure. Non, elle est tombée aux oubliettes et je le regrette infiniment. Donc, dans cette manifestation qui s'appelait Théma, on avait des artistes, des plasticiens, des jeunes plasticiens en général, qui travaillaient sur un thème, qui nous proposaient leurs œuvres, et on avait le dernier jour un colloque philosophique, et Luc Ferry avait été en 2013 mon premier invité, et on est resté en très bons termes depuis. Donc dans le Figaro du 14 septembre 2017, Ferry a écrit un papier qui avait pour titre « La fin du travail, une illusion pour l'exclamation ». Et je le cite. « Ce qui est certain à tout le moins, c'est que dans quelques décennies, il n'y aura plus de chauffeurs de camions, de bus, de taxis ou de trains. Ce qui est sidérant, c'est que nos politiques ne s'y intéressent toujours pas, qu'ils n'y comprennent à peu près rien, le nez qu'ils ont dans le guidon d'un vélo, qui n'a qu'un seul et unique nom, la com. » Si vous voyez qui est visé par cette dernière formule, c'est que vous êtes un grand fan de l'actualité politique. Bien. Alors, est-ce que Ferry a raison ou tort? Je vous laisse décider. Donc, ces contradictions, elles sont liées à l'évolution de l'IA, je le disais,
Et elles sont liées aussi à ce qu'on appelle le paradoxe de Schumpeter-Sauvy. C'est quoi ce paradoxe de Schumpeter-Sauvy? Schumpeter, c'était un grand économiste, chacun a retenu le nom, et Sauvy, c'était un historien, c'est à lui que nous devons l'expression tiers-monde, vous savez sans doute, calqué sur tiers-état. Donc ce sont deux intellectuels de haut niveau, et qui ont bâti ensemble, ou presque en même temps. J'ai pas jamais pu vérifier si c'était vraiment concerté ou pas, mais l'hypothèse qu'on appelle la destruction créatrice. Ça veut dire quoi la destruction créatrice? Ça veut dire qu'à chaque étape de l'évolution de nos industries depuis 2 ou 3 siècles, chaque révolution a détruit beaucoup d'emplois, mais en même temps créé de nouveaux emplois. Voilà, destruction créatrice. On dit les allumeurs, et c'est ce dont Ferry se moquait quand il parlait de l'illusion de la fin du travail. Bon, évidemment, quand on a créé l'électricité, il y a une profession qui a disparu et on ne va pas forcément pleurer jusqu'à la fin des temps sur son sort. Ce sont les allumeurs de réverbères. Vous avez vu beaucoup d'allumeurs de réverbères dans les rues de Sanary? Bon, donc il y a évidemment mécaniquement des professions entières qui disparaissent. Mais du même coup, il y a de nouvelles professions qui sont apparues. Il y a des employés d'EDF, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, etc. Donc, destruction-création. Alors, ceci étant, il semble bien, mais il n'y a pas de certitude absolue, que le numérique, l'IA, ne crée pas d'emplois dans les mêmes proportions qu'elle en détruit. Teboul, par exemple, dont je reparlerai à la fin de ma conférence, considère dépasser cette hypothèse de destruction créatrice, comme il considère comme dépassé ce que Sauvy appelait la théorie du déversement, c'est-à-dire qu'encore une fois, la destruction va se déverser dans de nouvelles créations. Et dans le livre de Teboul, il y a une jolie phrase que j'aime bien. J'ai essayé de l'illustrer par un petit schéma, mais ce schéma ne vous parle pas beaucoup, il vous parlera quand j'aurai lu la phrase. Donc Teboul cite une formule d'un économiste américano-soviétique, qui n'est pas n'importe qui, il s'agit de Vassili Leontiev, il a quand même eu le prix Nobel, ce monsieur, d'économie en 1973, il nous a quittés en 1999, pardon. Et voilà ce qu'écrivait dans un de ses livres Vassili Leontiev, j'ai trouvé ça absolument délicieux. Dire que l'informatique et la bureautique vont créer des emplois pour tous ceux à qui elle en enlève aujourd'hui est aussi stupide que de dire que de passer de la traction hippomobile, par les chevaux, à la voiture a créé des emplois pour les chevaux. C'est pas mal, J'adore cette formule. Donc, où on en est par rapport à ce paradoxe de Schumpeter-Sauvy de la destruction créatrice? D'un côté, il résiste ce paradoxe. Alors, on va voir qu'il résiste d'une certaine manière. Qui aurait pu prévoir en 1950 que des milliers d'emplois seraient créés dans les parcs d'attraction, dans les instituts de beauté, dans la téléphonie, dans l'informatique? Personne. À l'horizon 2020, par exemple, et on y est déjà, quelques milliers d'emplois de ce qu'on appelle les data scientists, c'est-à-dire donc les ingénieurs qui travaillent sur les data, sur les données, seront créés ou ont été créés ou vont être créés. Les effectifs des métiers d'aide aux personnes fragiles se sont accrus de façon continue au cours des 20 dernières années, à un rythme soutenu, environ 2%, 1,8% par an d'augmentation entre 1992 et 2012, contre 0,6% pour les autres métiers. Voilà. Donc il y a effectivement des créations d'emplois. Est-ce qu'elles compensent, est-ce qu'elles sont suffisantes pour compenser les immenses destructions qui vont se produire? À chacun de se faire son opinion, mais les optimistes peuvent le penser. Beaucoup d'emplois vont être créés dans l'aide à la personne, dans ce qu'on appelle le care, on aime bien cette expression américaine, le soin. On a créé un petit robot compagnon qui s'appelle Buddy, vous voyez, il est sympathique Buddy. Donc on pourrait mettre au service des personnes âgées qui pourraient ainsi rester chez elles plutôt que d'aller dans les EHPAD qui ne sont pas toujours des lieux de grand bonheur, comme chacun sait. Des petits robots qui leur feraient leur conversation, qui leur feraient éventuellement la cuisine, etc. Ces robots vont détruire évidemment des emplois, mais en même temps, il faudra les fabriquer et on aura aussi des créations d'emplois. En fait, il faut revisiter le paradoxe Schumpeter-Sauvy.
il est incontestable que l'IA permettra des créations d'emplois. C'est hors de doute. Et permet déjà des créations d'emplois. Mais ce sont des créations limitées. Et ce sont des créations qui exigent des formations très pointues. Il s'agit d'emplois qui exigent un très haut niveau de formation et de compétences. Si bien que Teboul, dans Robotaria, résume ainsi les choses. Il en résulte que les entreprises n'auront plus besoin que de deux types de travailleurs, des travailleurs non qualifiés et des travailleurs très qualifiés. Donc ce qui va disparaître, ce qui est vraiment menacé, c'est ce qui est entre les deux, entre les travailleurs non qualifiés. Il est pour l'instant plus intéressant et plus rentable de faire effectuer ces tâches par des humains que par des robots, mais on peut dire que ce sont des sous-emplois, j'y reviendrai dans quelques minutes, et puis des emplois très qualifiés, ceux qui vont fabriquer le nouvel Internet, la nouvelle informatique. La course de vitesse, je dirais, entre les créations de nouveaux postes et les destructions d'anciens métiers n'est pas forcément perdue, dit Teboul dans Robotaria. Mais pour être réussie, cette révolution exige qu'on investisse dans la formation, qu'on ait un marché du travail beaucoup plus flexible, où les gens puissent changer de métier, ils le font déjà plusieurs fois dans leur vie. C'est des domaines où la France, on le sait, n'est pas particulièrement brillante. Des métiers, je cite Teboul, des métiers occupés par la classe moyenne risquent de disparaître. Les nouveaux postes seront soit haut de gamme, soit peu qualifiés et mal payés, ce qui va accroître les inégalités. Il cite ici un professeur d'économie américain. Alors, quelle solution? Tout le monde est conscient qu'il y a un risque majeur de destruction d'emplois en très très grand nombre, sans savoir encore une fois si ces destructions seront ou non compensées un peu, beaucoup, à 100% par de nouvelles créations, paradoxe de Schumpeter-Son. Donc depuis déjà un certain nombre d'années, des décisionnaires, des politiques se penchent sur le sujet et proposent un certain nombre de solutions que je vais passer rapidement en revue et on pourra bien sûr en discuter tout à l'heure dans le débat. Première solution, une réduction drastique du temps de travail. Si effectivement il y a moins besoin de travailler, on retrouve le rêve de mai 68, travailler 3 heures par jour, voire 2 heures, voire 1 heure, on pourrait effectivement réduire de façon considérable la journée de travail. Il faut savoir qu'en France, un certain nombre de chefs d'entreprise sont allés dans cette direction déjà depuis 30 ans pratiquement. C'est le cas d'Antoine Riboud, qui est le fondateur de BSS Danone, qui déclarait en 93, donc il y a 30 ans exactement, il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. Cela obligera les entreprises à créer des emplois. Il faut savoir que cette semaine de 32 heures, c'est une réalité dans plus de 400 grandes entreprises françaises. Chez Maminova, là je suis obligé de citer des marques, désolé, je ne touche pas de royalty. Chez Maminova, chez Fleury Michon, à la Massif, et les retours sont, paraît-il, excellents. Bien évidemment, et chacun s'en doute, cette réduction est inenvisageable dans les PME et dans les TPE. Aucun patron de petite entreprise ne pourra se permettre d'appliquer ce qui fonctionne dans ces grandes entreprises. Donc, première solution, mais qui semble très partielle et peu efficace, la réduction du temps de travail. La deuxième solution, la multiplication des bullshit jobs, des boulots à la con. Pardonnez-moi la traduction, mais c'est la meilleure qu'on ait proposée et c'est la meilleure qu'on propose. Donc, c'est un anthropologue américain qui a fait fureur en 2013, il y a exactement 20 ans, avec un article sur les bullshit jobs. En fait, c'est une vieille histoire. Dans les années 30, l'économiste Keynes avait prédit qu'en 2000, on allait travailler 15 heures par semaine. Il annonçait ça en 2030, compte tenu des progrès technologiques. Bon. Or, nos semaines de travail, on le sait, ne se sont pas réduites dans ces proportions, loin s'en faut. Tout se passe comme si quelqu'un se prenait plaisir à produire des emplois absurdes à la seule fin de nous obliger à continuer à travailler. Et cela, quand bien même le capitalisme, en théorie, ne tolère aucun emploi non rentable. En théorie, le capitalisme ne peut pas se permettre de maintenir des emplois non rentables. Alors pourtant, on a l'impression, quand on regarde de près, c'est ce que disait David Graeber, cet anthropologue américain, on a l'impression qu'on maintient, pour des raisons qu'on va rapidement envisager, ces emplois, ces bullshit jobs, ces emplois à la con, pour d'autres raisons.
la réponse ne serait pas économique, elle serait politique. Tout se passe comme si les classes dirigeantes auraient peur, une peur bleue, de l'oisiveté de la majorité de la population. L'analyse approfondie des boulots Lacan équivaut de même à une dénonciation au fond de ce qui ne fonctionne plus dans notre civilisation. Alors là, j'ai une citation en langue anglaise que je traduis approximativement. Un boulot à Lacan est une forme d'emploi payé qui est complètement inutile, non nécessaire, pernicieux, alors même que les employés ne peuvent pas justifier son existence, mais qu'une partie d'entre eux continue à penser que ce n'est pas le cas de leur emploi et que leur emploi est très nécessaire. Alors Graeber prend également le soin de distinguer, et c'est assez intéressant, les bullshit jobs et les cheat jobs, les boulots de merde. Excusez-moi, je franchis un seuil dans la vulgarité, mais c'est la traduction littérale. C'est pas tout à fait la même chose. Les boulots à la con sont des boulots qui sont pas forcément dégradants ou sales, des emplois de bureau, etc., mais qui servent à rien, dont on pourrait complètement se passer. Bon. Alors que les boulots de merde sont des boulots dégradants, pénibles, mais néanmoins utiles ou ressentis comme tels par la collectivité. Et l'anthropologue Dan Graeber constate que même en prison, les détenus se battent pour un semblant de travail, souvent pas très performant et pas très efficace, enfin un travail en fait, dont la prison pourrait se passer aisément. Mais ils se battent pour ce travail parce que avoir une activité est à l'origine, au fond, du sentiment d'exister de l'individu. Alors, si de telles activités, les bullshit jobs et les cheat jobs, sont source d'ennui, elles produisent aussi du stress, de l'anxiété, des tensions, des burn-out, parce qu'un individu qui finit par se rendre compte qu'on lui fait faire des choses qui servent absolument à rien, se porte mal psychologiquement. Graeber estime que cette bullshitisation, c'est comme ça qu'il appelle ça, n'a pas généré de nouvelles renaissances culturelles, mais qu'elle explique le succès des réseaux sociaux, entre autres. Bien. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Troisième solution, fausse solution, le revenu universel. Plutôt un revenu universel que des boulots à la con. Graeber, toujours lui, parce que c'est celui qui est allé le plus loin dans la réflexion, considère que nous vivons la fin du travail comme une catastrophe, alors que nous devrions nous réjouir plutôt de la fin du travail, que j'ai montré dès le début de ma conférence, c'est un rêve qui remonte à la préhistoire. Bon. La raison, c'est que nous avons une conception que Graeber appelle au fond théologique, religieuse du travail, et qui est apparue tardivement en fait. Elle est apparue finalement au XIXe siècle chez les philosophes. Il faut attendre Hegel, Marx pour qu'on ait des philosophes qui nous disent que le travail est fondamental pour la dignité, le progrès de l'esprit humain. Bon, personne n'avait jamais dit ça auparavant. Personne n'avait jamais dit ça. Donc le travail, conçu comme un devoir, à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors Graeber propose, lui, qu'on se débarrasse de cette conception qu'il appelle théologique et qu'on verse à chacun un revenu universel, inconditionnel, pour délier le revenu du travail. À ceux qui s'opposent à ce revenu universel, vous savez qu'il est apparu politiquement en France à plusieurs reprises, c'est cette hypothèse, et qui n'a jamais disparu non plus, à ceux qui s'opposent à ce revenu universel, qui estiment qu'il va conduire à une paresse collective, à un blocage de la société, Graeber répond que cette issue est improbable, tant qu'il existe un besoin humain d'être actif, qui se dirigera vers d'autres activités, sans que les besoins élémentaires seront mis en danger. Dernière solution, pseudo-solution selon moi, mais vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, un revenu de conversion. Alors c'est Teboul dans Robotariat qui introduit cette idée, pardon, que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je vous la présente quand même. Il s'oppose au revenu de conversion, revenu universel, pardon, et il propose ce qu'il appelle un revenu de conversion. Voilà comment il le définit dans son livre. Notre revenu de conversion à vie doit se comprendre comme une allocation à vie qui est différent du salaire à vie proposé et défendu par certains. Ce n'est donc pas une nouvelle forme de revenu universel dont nous avons exposé la philosophie précédemment. Selon lui, des emplois pourraient être créés grâce à des allocations de reconversion à vie. Et je le cite, on peut imaginer demain des caissières, des employés de banque, donc tous ces gens qui n'auront plus de travail dans quelques années, ou bien des ouvriers qualifiés, chassés de leurs entreprises. On peut imaginer donc ces hommes et ces femmes travailler à un projet de territoires alimentaires positifs,
à l'établissement de communs agricoles, de crèches collectives, d'associations culturelles, artistiques, etc. Alors, qu'est-ce qui différencie, le revenu universel de ce revenu de conversion de Teboul? Si vous avez la solution à partir des quelques éléments maigres que je vous ai donnés, je suis en attente parce que moi, je ne vois pas vraiment la différence, honnêtement. Bon. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle utopie? Bien. Alors, il est temps d'arriver vers la conclusion de ma conférence, qui se pose sous une forme interrogative. Et si l'écologie réglait la question? L'écologie, c'est la dimension qu'on oublie presque toujours, que les prospectivistes oublient quand ils nous parlent de robotisation, d'intelligence artificielle, et j'en passe. Les data centers, est-ce que c'est des data centers? Ce sont ces fermes, on les appelle fermes aussi quelquefois, réparties sur tous les territoires du monde, qui sont la propriété de très très grandes entreprises comme Google, etc., Apple, IBM, etc., dans lesquelles sont concentrées dans de milliers d'ordinateurs toutes les données, celles que vous mettez sur Facebook, celles qui viennent des entreprises, celles qui viennent des États. Bon, toutes les données de la planète aujourd'hui sont concentrées dans ces lieux certains ont parlé de data tsunami. On a tout d'un coup, en quelques années, des milliards de données. Ça n'a d'intérêt que parce que précisément nous avons aujourd'hui des ordinateurs qui sont capables de traiter ces milliards de données avec leur vitesse de calcul. C'était impensable il y a 20 ou 30 ans. On arrive à ce qu'on appelle le pétaoctet aujourd'hui. L'ordinateur champion du monde américain, en 2022, a battu le record du monde. Il a atteint, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est ce qu'on appelle le pétaoctet, mais je ne vous garantis pas. Ce vocabulaire est un peu compliqué. En tout cas, le chiffre, je le connais, c'est 1 milliard d'opérations par seconde. 1 milliard d'opérations par seconde. C'est ça qui permet à un robot radiologiste de faire un diagnostic, parce qu'effectivement, il peut analyser 1 milliard de clichés, et faire 1 milliard d'opérations de traitement de clichés en une seconde. Vous imaginez un petit peu à quelle performance on parvient ici. Donc, ces data centers, en 2013, donc il y a 20 ans, ils consommaient déjà 91 milliards de kilowatts. 91 milliards de kilowatts. En Europe, 56 milliards. En 2020, ils ont consommé 104 milliards de kilowatts. Si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde avec 1500 terawatts par an, juste après la Chine et les États-Unis. 3e consommateur mondial, ce n'est pas un pays, c'est Internet, ce sont les data centers. Alors, parier sur le cerveau humain, c'est au fond un pari écologique. Pour des raisons bien simples, c'est que notre cerveau reste un outil sans équivalent. On peut prendre l'exemple de la reconnaissance d'image. Un robot, bien sûr, il est performant, mais en traitant ces milliards de données dont nous parlons. Pour reconnaître un chat, un robot a besoin de 100 000 images dans sa mémoire. Et il reconnaît le chat avec 95% de chance. Un enfant a besoin de 2 images. Un enfant qui a vu 2 images de chat reconnaîtra un chat. Un robot a besoin de 100 000 images. Donc, il n'y a pas photo, si j'ose dire, entre les deux. Notre cerveau est un outil extraordinairement écologique. C'est ce que dit Julia dans son livre. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Donc, Julia écrit DeepMind, qui est l'ordinateur qui a battu le champion du monde de jeu de Go ou de Jeopardy, enfin peu importe, un jeu quelconque, consomme plus de 440 000 watts par heure pour jouer au Go. Non, il dit au jeu de Go, c'est le jeu de Go. Il y a longtemps qu'un ordinateur est champion du monde d'échecs. Par contre, on nous disait le jeu de Go, oulala, il va falloir longtemps. Mais non, il n'a pas fallu longtemps. Quelques années après, c'est un ordinateur qui est champion du monde de Go et plus jamais un humain sera champion du monde de Go. Plus jamais un humain sera champion du monde d'ordinateur. Bon, c'est quand même un peu terrifiant, il faut bien le reconnaître. Bon. Eh bien, cet ordinateur qui joue au jeu de Go, il consomme 440 000 watts par heure, alors que notre cerveau fonctionne avec 20 watts par heure
et peut effectuer bien d'autres tâches. Alors, on peut revenir, pour terminer, à quelqu'un d'un peu oublié, qui s'appelle Bernanos, Georges Bernanos, qui écrivait il y a 70 ans à la France contre les robots, et je le cite, « Ceux qui voient dans la civilisation des machines une étape normale de l'humanité, en marche vers son inéluctable destin, devraient tout de même réfléchir au caractère suspect d'une civilisation qui semble bien n'avoir été prévue ni désirée, qui s'est développée avec une rapidité si effrayante qu'elle fait moins penser à la croissance d'un être vivant qu'à l'évolution d'un cancer. » C'est des formules très fortes, hein, un peu oubliées aujourd'hui. La France contre les robots, c'est un livre que vous pouvez lire. Hein. Il n'a pas pris une rime. Bien. Nous avons aux États-Unis un journaliste et essayiste brillant qui s'appelle Nicolas Kerr, qui complète l'avertissement de Bernanos, qui a écrit The Glass Cage, la cage de verre, on emploie en France dans un autre sens cette expression, par exemple pour la promotion des femmes dans le monde du travail, comment les ordinateurs vont nous changer. Il avait écrit un autre livre 1 ou 2 ans auparavant, comment l'ordinateur nous rend idiots. Que dit Nicolas Kerr? Il apporte un complément intéressant à l'avertissement de Bernanos. Et j'ai lu une interview de Nicolas Kerr dans le Figaro du 1er juillet 2022, dont le titre était « L'automatisation de la société est une cage de verre, un piège confortable ». Je vous le cite, c'est tout à fait intéressant. En laissant aux machines la routine, le travail ennuyeux, selon la théorie, les gens sont libérés pour assumer un travail plus complexe et hautement qualifié. C'est comme ça qu'on nous présente les choses. C'est parfois le cas, écrit Kerr, mais c'est souvent le contraire qui se produit. L'ordinateur finit par faire le travail intéressant, l'analyse, la prise de décision, le diagnostic, l'assemblage qualifié, tandis que les humains assument le travail le plus routinier, comme la saisie de données ou la surveillance des erreurs. Voilà. La thèse de Nicolas Kerr, c'est bien celle-là. Bon. On pensait naïvement que l'ordinateur allait nous libérer des tâches fastidieuses, répétitives, qui n'apportent pas grand-chose, au niveau de la mémoire, par exemple, ou du calcul. Bon. Et je cite souvent un exemple. Bon, j'ai été prof de prépa pendant des années. J'avais des classes scientifiques qui avaient un bon niveau en mathématiques, des classes de prépa aux écoles de commerce, que mon ami Jean Picano a bien connu aussi. Bon, je cite souvent cet exemple. J'ai jamais vu un élève, un étudiant, complexé par sa calculatrice. Jamais. Ils auraient pu être complexés. Hein. La calculatrice ne se trompe pas. Alors eux, ils se trompent sans arrêt. Hein. La calculatrice ne commet aucune erreur. Même quand il s'agit d'extraire une racine carrée extrêmement compliquée. Mais ils n'étaient pas traumatisés ou jaloux de la machine, parce que ce n'était qu'une machine qui effectuait un travail répétitif et pas très intéressant, qui les libérait pour faire autre chose, sur le plan justement mathématique. Bien. Donc, on a cette idée, effectivement, d'une erreur qu'on aurait commise. On pensait naïvement que les ordinateurs allaient nous libérer pour des tâches plus intéressantes. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça. Rifkin et les bisounours. Alors, je cite une nouvelle fois mon ami Luc Ferry, mais je le lis avec intérêt, je l'aime bien, ce Luc Ferry. Je cite un texte un petit peu long, mais il mérite la lecture. Allons-nous vivre, comme le prétend le nouveau gourou de l'économie collaborative Rifkin, la fin du travail remplacée par des robots, ainsi que celle du capitalisme? Telle est l'utopie à laquelle nous convie le bon docteur Rifkin dans son dernier best-seller, La nouvelle société du coût marginal zéro. Nous allons dès lors pouvoir entrer dans une nouvelle société qui sera à tous égards adossée à des valeurs contraires à celles du capitalisme. Le communautarisme remplacera l'individualisme, l'usage remplacera la propriété, la gratuité remplacera le mercantilisme, la durabilité et l'obsolescence, la coopération, la concurrence, le care et le souci de l'autre, le souci de soi et l'égoïsme, le partage de la possession, le tout sur fond d'éclipse du libéralisme, dans un nouveau monde plus gentil encore que celui des bisounours. Qu'il s'agisse des patrons d'Uber, de Blablacar ou d'Airbnb, comme d'ailleurs de leurs usagers. La principale, sinon l'unique motivation, reste comme jamais le profit. Que je sache, c'est une remarque qui est tellement de bon sens qu'elle m'a impressionné, que je chasse pour échanger son appartement pendant l'été ou mettre sa voiture à disposition d'autrui pour du covoiturage, il faut bien avoir déjà un appartement et une voiture. Cherchez l'erreur, hein.
Bref, à la fin de ce livre, on se pince pour croire qu'on ne rêve pas. On se demande comment cette utopie ridicule a pu profiter de la naïveté de dirigeants d'entreprise, voire à ce qu'on dit de collectivité territoriale. Vous avez deviné que Luc Ferry et Jeremy Rifkin ne sont pas très copains. Alors la dernière solution, c'est peut-être celle que je vais mettre sur l'écran, quitte à vous terroriser. Le meilleur moyen de créer de la productivité, écrit un entrepreneur américain, ce serait de se débarrasser des humains. Et la Terre se portera mieux. Hein. Et la Terre se portera mieux. Merci, madame. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Et maintenant, je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.